Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce comptoir Octo. On est ravis de vous accueillir ce matin. On va parler ensemble dans l'heure qui vient d'Agile et on va parler d'Agile autour d'une expérience d'accompagnement que nous avons eue avec Alliance Trade, plus connue sous le nom précédent qui était Euler Hermès. Alors, c'est un comptoir Octo Technologies, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une société de conseil et de réalisation en informatique et en digital. Nous aidons nos clients à appréhender les enjeux technologiques, culturels et méthodologiques de ces transformations. Et c'est plutôt de la deuxième partie de ces enjeux dont nous allons parler aujourd'hui, car je peux vous le garantir, dans toute l'expérience que nous avons eue avec Alliance Trade, aucune ligne de code n'a été maltraitée, aucune ligne de code n'a été touchée. Alors, j'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui pour ce comptoir de deux personnes qui vont assurer la présentation avec moi. Je vais d'abord passer le relais à Lucie. Je vais te demander de te présenter. Lucie travaille pour nous, pour Octo Technologies. Bonjour à tous. Alors oui, ça fait 3 ans, donc déjà l'expérience n'est pas finie, l'expérience dont parle Frédéric. Ça fait 3 ans qu'on a commencé, on est presque au bout, donc on a beaucoup d'apprentissage et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le bon moment de faire ce comptoir. Moi, je travaille chez Octo, c'est ma 4e année en fait que je suis arrivée chez Octo Technology en tant que coach d'organisation, donc je m'occupe surtout d'accompagnement, de changement dans les contextes divers et variés. Et celui-là était très intéressant parce que on parlait pour une fois, comme Fred le dit, pas d'informatique, mais du business. Merci Lucie. Et puis à tout seigneur, tout honneur, je vais aussi maintenant passer la parole à Antoine Bernard, qui nous avons travaillé notamment sur ce projet, côté Alliance Trade. Antoine, je te laisse nous dire quelques mots à propos de toi. Bonjour, merci Frédéric. Bonjour Lucie. Alors, moi, je suis responsable de la transformation chez Alliance Trade for Multinationals, l'entité qui gère les comptes multinationales, donc sur lesquels on a besoin d'avoir une implémentation mondiale. Mon rôle, c'est à la fois sur les projets digitaux et à la fois sur les projets organisationnels. Et c'est dans ce cadre-là où on a en effet travaillé avec Octo pour essayer de définir une nouvelle organisation qui corresponde un peu mieux à nos nouveaux enjeux, à nos nouveaux défis. Merci Antoine. Alors, quelques petites précautions d'usage pour que ce voyage se déroule sans encombre. Merci donc pour préserver la bande passante, la planète et la fluidité de ce comptoir, de couper vos caméras pendant la partie où nous allons parler et bien entendu surtout de couper les micros pour éviter toutes les interférences qui pourraient nuire aux instruments de navigation. Une fois ces précautions dites, n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, c'est un échange, un comptoir, donc vous avez des questions. N'hésitez pas à poser ces questions dans le fil de discussion. Ça nous permettra de les prendre dès la fin de la première partie de ce comptoir qui sera la présentation et pour pouvoir commencer ensuite directement sur l'échange. Ceci étant dit, cher Antoine, je te redonne la main et je te laisse nous parler un petit peu d'Alliance Trade, nous présenter un peu l'entreprise. Bien. Alors, très rapidement, Alliance Trade, comme le disait Frédéric, c'est plus connu encore aujourd'hui sous le nom d'Euler Hermès et même pour la génération du dessus, de la SFAC, donc la Société française d'assurance crédit. On couvre les transactions commerciales entre entreprises. Donc, on n'est pas sur d'assurance de crédit particulier, mais vraiment sur l'assurance de transactions commerciales. On est numéro 1 mondial, on est une grosse filiale d'Alliance. C'est pour ça d'ailleurs on est même à 100% désormais. C'est pour ça qu'on a changé de nom. Et on accompagne les entreprises dans leur développement, dans la sécurisation de leurs échanges commerciaux. Et évidemment, on est, par notre implémentation, présent absolument partout, soit directement, soit par des partenariats. Et c'est là où on a besoin justement de coordonner un petit peu nos équipes qui sont positionnées en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Merci beaucoup. Alors, dans les minutes qui viennent, vous allez avoir droit à un retour d'expérience et on va vous présenter aussi les résultats de cette transformation qui, comme le disait Lucie, est toujours en cours. Et puis, on va vous partager quelques-unes de nos clés de succès, surtout des apprentissages qu'on a pu faire au long de ce chemin jusqu'à présent, en espérant qu'ils puissent vous être utiles pour vous dans vos propres contextes. Sur ce, je te redonne la main, Antoine, pour que tu nous parles un petit peu plus, cette fois-ci, du contexte de la transformation et des situations dans lesquelles elle a été motivée et dans lesquelles elle s'est déroulée. Alors, le contexte, c'est assez particulier, c'est puisque comme on est une entité qui gère les multinationales, on a un besoin impérieux, nous, de synchroniser à la fois nos différentes fonctions,
donc la partie account management, la partie risque, la partie back-office qui gère nos polices d'assurance et en même temps synchroniser l'ensemble de nos équipes à travers le monde. Aujourd'hui, on était parti sur un processus de souscription et d'animation de police d'assurance qui était purement fonctionnel. C'est-à-dire que chaque équipe avait sa part du processus, travaillait avec son portefeuille de clients aligné comme il le souhaitait, réalisait ses tâches, puis passait aux autres fonctions qui intervenaient sur le process. Donc ça permettait d'avoir finalement une grande souplesse au niveau des équipes, puisqu'on pouvait se partager, par exemple, les account managers se répartissaient comme ils le souhaitaient le portefeuille de clients. Par contre, en termes d'expérience client, en termes d'alignement de nos équipes, il y avait une vraie problématique qu'on peut voir sur le schéma de droite, puisque la priorisation des tâches, les aspects d'impact décisionnel d'une fonction sur une autre n'étaient pas réellement pris en compte, chacun travaillant vraiment de manière très, très silotée. Donc ça, c'était vraiment notre point de départ. Et les équipes sont venues vers nous en disant on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir une vision end-to-end de notre service client. C'est-à-dire on est beaucoup trop détachés les uns des autres. On a besoin de remettre de la coordination et de l'alignement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question de quelle pourrait être la meilleure solution pour permettre à toutes ces équipes finalement de travailler de manière beaucoup plus coordonnée, même de collaborer vraiment ensemble pour améliorer l'expérience client. Je peux juste compléter sur la slide précédente. Oui, bien sûr. En fait, vu cette organisation, les premiers enjeux qu'on a identifiés ensemble avec Antoine, donc déjà la complexité, on va en parler plus tard de cet accompagnement, mais elle venait aussi du fait que Antoine est arrivé finalement sur son poste en même temps que nous, on a été sollicités et on a essayé très rapidement d'identifier des problèmes concrets. Et par exemple, ce dont Antoine parle, la coordination, etc., pour donner un élément vraiment très précis, un renouvellement de contrat d'assurance pour un client dit cookie account. Le contrat, c'est en général sur 2 années et le temps moyen de renouvellement de ce contrat prend 8 mois. Et c'est ça ce qui a donné envie à Antoine et à son responsable de l'époque, qui est le Head of Operations du Couchet ancien l'Air Hermès et aujourd'hui Allianz Trade, de se dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on regarde ce processus en priorité de près et qu'on voit comment on pourrait aller plus rapidement et comment on améliore certains aspects, dont du coup le lead time, mais aussi la qualité, etc. Donc, c'était ça le contexte de départ. Tout à fait. C'était vraiment l'objectif derrière cet alignement des fonctions et justement sortir de ce silotage. Il y avait bien sûr derrière un aspect productivité, on va dire, et capacité d'amélioration de l'organisation, d'anticipation entre autres des renouvellements. Alors, l'approche qui a été mise en œuvre, comme Lucie l'a très bien fait, parce que c'est elle qui nous a accompagnés. Ça a été un petit peu chaotique, on va dire, au début, puisque lorsqu'on a décidé de partir sur une approche plutôt agile, c'est celle qui nous a paru la plus pertinente, suite à un premier pilote qu'on a réalisé avec quelques équipes, il y a eu tout de suite une sorte de levée de bouclier, et c'est intéressant, Frédéric, ce que tu disais en disant on fait de l'IT, on ne fait pas que de l'IT, parce que dès qu'on a posé le mot agile auprès de nos équipes, la réponse qu'on a eue, c'était non, ça c'est pour de l'IT, nous on n'est pas du tout des IT, on est du business, on a besoin d'avoir une solution qui correspond au business. Et c'est là où on a décidé finalement de sortir de l'agilité by the book, comme c'est indiqué ici, pour finalement reprendre l'essence de l'agilité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut nous aider, et comment on peut finalement l'adapter à notre business. C'est-à-dire que c'est le business qui a servi de driver, on est parti du process, on est parti de la manière dont on travaillait, et on a essayé de voir comment on pouvait un petit peu fluidifier les processus avec ça. Et cette démarche n'a été possible clairement qu'en mode co-design à cause de cette levée de bouclier qu'il y a eu au départ. Le fait qu'on ait posé, nous, équipe centrale, équipe de management, le terme, on va vous mettre en place une organisation agile, ça bloque. Lorsqu'on est parti en disant finalement quels sont vos problèmes et qu'on a commencé à faire avec eux quelle serait la meilleure des solutions et que finalement en remontant le fil on est arrivé à la même solution,
c'est là où finalement il y a vraiment une adhésion au changement et qu'on a pu commencer à emmener. Et c'est vrai que ça a été à la fois un combat avec le management, le middle management local et avec les équipes, parce que chacun était un petit peu, on va dire, un peu réticent au départ. Et la dernière étape qu'on a utilisée en plus de ce co-design, c'est vraiment une approche, on essaye, on valide, on améliore. C'est-à-dire que dans chacune des régions qu'on a déployées aujourd'hui, c'est-à-dire on va dire l'Europe centrale avec l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Europe du Nord, l'Asie Pacifique, FMIA, on est vraiment toujours entré dans une logique, on fait une première équipe, on teste, on démontre auprès des équipes locales que ça fonctionne, et une fois que les équipes ont adhéré ou ont compris vraiment le concept, à ce moment-là, on passe à une phase un peu plus d'industrialisation et on intègre l'ensemble de l'équipe. Exactement. Donc, c'était vraiment... Tu reviens sur la slide d'avant. J'aimerais pareil donner quelques exemples parce que c'est assez vague de se dire on ne va pas appliquer Agile by the Book. Donc, première chose qui a fortement aidé, c'est que moi, je ne suis pas coach agile. Je connais l'agilité. On s'est dit tout de suite, en fait, avec du coup, le Head of Operations et avec Antoine, OK, il faut qu'on prenne le juste nécessaire pour commencer. Donc, typiquement, les équipes aujourd'hui, ou la majorité d'équipes, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, travaillent en quelque chose qui ressemble à du Scrum. Donc, ils ont des itérations, ils ont des rituels qu'on connaît, comme le planning, le stand-up, ils vont avoir une rétrospective, mais ils ne font pas des choses comme des grooming ou des choses comme ça. On peut oublier des choses comme les burn-up charts ou des choses comme les week limits pour le moment, parce que ça aurait été trop complexe. Il faut s'imaginer au fait que chez Allianz Trade, les personnes qui y travaillent sont sous une pression vraiment énorme et manipulent dans les équipes qu'on a mis en place et dont Antoine vous parlera sur la slide d'après. Ils manipulent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, la pression, elle est là, la sollicitation, elle est là. Il a fallu qu'on se glisse quelque part dans les recharges annuelles et ça a joué beaucoup sur le timing et c'est pour ça aussi qu'on a pris du temps pour dérouler la transformation. Et on a adapté du coup l'agilité à ce qui était digeste, ce qui était faisable, ce qui était mettable en place dans ce contexte-là. Et typiquement, dans les rôles, par exemple, on a même renommé des choses. On s'est dit Scrum Master, on sait que ça ne passera pas parce que c'est trop lié à agilité, informatique et compagnie. Donc, on a des facilitateurs plutôt que des Scrum Masters et compagnie. Donc, c'est ça ce dont on parle quand on dit, moi, au départ, je parlais de désossement de l'agilité. On garde voilà, juste les morceaux qui nous intéressent et qui sont pertinents et qui sont, encore une fois, digestes pour les équipes parce que ça, c'était super important. Et il y a un autre élément intéressant dans ce que tu as dit, la démarche où finalement on a dû s'adapter aussi à nos équipes et à leur calendrier. Ça, c'est un élément clé parce que dans ce genre de transformation, habituellement, et je sais parce que c'est également ce qui a été fait chez Allianz France, donc une société sœur, la transformation est souvent massive et vraiment poussée avec énormément d'accompagnement. Et on a décidé pour Allianz Trade de partir sur une approche très, très légère, ponctuelle, afin de ne pas justement impacter la charge actuelle de nos équipes. Et c'est pour ça que finalement, on est toujours parti sur cette approche d'une première équipe qui teste, qui évangélise un petit peu, pour que ça puisse enchaîner de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide pour eux. Et finalement, on a commencé avec une équipe, un programme, donc un compte clé, pardon. Et finalement, on a enrichi, on a ajouté au fur et à mesure 2, 3, 4, 5 clients dans le portefeuille de cette équipe pour que la transition soit de manière très, très fluide. Donc, c'était vraiment aussi un changement de paradigme par rapport à moi, ce que j'avais vécu précédemment dans mes transformations, où finalement, on arrivait avec une roadmap presque définie par le groupe, une gap analysis avec les attentes que pouvaient avoir les équipes, et derrière, on déroulait. Et là, on a pris beaucoup plus le temps, on a vraiment avancé avec nos équipes. Et finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu à la fin? Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que l'organisation, finalement,
on n'a pas changé les fonctions, on n'a pas changé ce qu'elles font au quotidien. C'est-à-dire que les tâches sont toujours les mêmes, les process sont toujours les mêmes, mais on a vraiment changé la manière dont elles le font et dont elles communiquent ensemble. Aujourd'hui, on est parti sur des équipes qui finalement sont des équipes cross-fonctionnelles, donc avec des account managers, des personnes du risque, des personnes du back-office, qui vont servir par équipe un portefeuille de clients. Et là où précédemment, c'était chacune des fonctions qui faisait son allocation seule de portefeuille client, donc en créant une combinaison quasiment infinie de cas, on se retrouve aujourd'hui avec des équipes qui ont un portefeuille prédéfini et qui finalement, alors évidemment, vont un petit peu moins travailler avec l'ensemble des équipes, puisqu'elles ont une équipe qui est fixe, mais qui ont l'avantage de pouvoir s'aligner ensemble, de définir leurs priorités, de partager surtout l'information. Et aujourd'hui, c'est vraiment une des améliorations majeures, c'est-à-dire qu'on a vraiment cassé cet isolement qu'il y avait entre les fonctions où finalement le compte manager négociait quelque chose avec le client sans en informer le back-office, parce que le back-office arrivait en dernière étape du process, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, et finalement, quand le back-office refaisait l'information, il disait non, pour moi, il n'y en a pas question, ça ne fonctionne pas, parce que techniquement, nos outils ne sont pas capables de le faire, ou puisque légalement, il peut éventuellement y avoir des éléments que le risque va soulever en disant est-on sûr que dans l'ensemble des pays dans lesquels on va agir, cette clause d'assurance est valable. Et là, finalement, le fait de les mettre ensemble et de leur dire voici votre équipe, voici pour qui vous allez travailler, ça génère automatiquement une fluidité de l'information et un alignement préalable. Et ce qui veut dire alignement préalable, comme le disait Lucie tout à l'heure, une anticipation, une amélioration de la performance qui ont été très très significatives sur nos renouvellements. Là, on était avec quasiment aucune police d'assurance, et ça c'est un peu étonnant dans le monde B2C, mais qui est assez courant dans le monde B2B, aucune police d'assurance qui était signée, finalisée avant sa date de début. On a réussi à passer à presque 30% sur les premières régions de police qui étaient signées, validées par le client, validées par le courtier et validées par nous avant la date de début de police. Donc d'un point de vue exactement quantitatif, pour nous, il y a eu un impact qui était assez net. On a également vu les équipes réduire leur charge de travail, parce que finalement, moins d'échanges, plus d'échanges, ça veut dire moins de rework, c'est-à-dire moins d'erreurs, moins de choses à remodifier, à renégocier. Quand on parle d'une police d'assurance chez nous avec des multinationales, c'est entre 10 et 15 pays différents qui sont impactés en moyenne. Et ça peut monter jusqu'à 50, 60. Ce qui veut dire qu'en termes d'alignement et de communication entre tout le monde, si on a finalement un master agreement, un contrat cadre qui couvre l'ensemble des contraintes et qui est prévalidé déjà en interne, c'est évident que derrière, pour nous, c'était vraiment un gros changement. Il y a également, en termes de perception par les équipes, une très bonne réception de ce changement, puisque les équipes ont enfin l'impression finalement de se comprendre et de comprendre ce que font les autres. Et ce qui n'était pas forcément le cas avant, où finalement, chacune recevait l'output du précédent, faisait sa part du processus et passait au suivant. Et en mettant finalement tout le monde ensemble lors de stand-up, lors de sprint planning 1-2 fois par semaine pour s'aligner sur un portefeuille, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment je ne veux pas dire une amélioration de la perception de soi-même, mais chacun s'est senti valorisé et mieux compris par les autres, et on a quand même des retours qui sont très positifs. Et étonnamment, les personnes qui finalement aujourd'hui sont les plus promoteurs, ce sont parfois des personnes qui sont presque au bord de la retraite. Et ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on anticipait, parce que finalement, elles ont compris la valeur ajoutée que ça pouvait apporter, et c'était vraiment intéressant pour elles également de dire ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans ce job, et je comprends enfin finalement ce que font les autres fonctions et ce qu'elles peuvent m'apporter aussi dans la prise de décision. Il y a, oui, on va quand même, oui.
Non, et juste quand même un petit point, parce qu'évidemment, il y a aussi des concessions qu'on a dû faire. Bien sûr, l'alignement, la flexibilité qu'avaient les équipes pour se répartir leur portefeuille de clients par fonction, c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui et sur lequel on travaille encore pour essayer de voir comment on peut redonner un tout petit peu de fluidité là-dessus, puisqu'on est parti sur des équipes qui sont cross-fonctionnelles avec un portefeuille fixe. Alors, cependant, on a quand même aujourd'hui, même par les managers, une large valeur ajoutée qui dit, même si on a un peu perdu cette flexibilité, on a tellement gagné en termes d'efficacité, de compréhension et même de capacité à faire monter en compétence les nouveaux entrants par le fait que l'équipe maîtrise son portefeuille, que on arrive à absorber finalement cette petite contrainte. Si je te laisse. Oui, d'abord je vais compléter. Après, j'aimerais bien prendre la question de Séverine et de Johan sur le chat parce qu'ils me paraissent bien en lien avec ce que tu viens de présenter. Donc, juste pour vous donner des exemples sur les résultats quantitatifs, on les a mesurés notamment avec la première équipe pilote. Donc, on a accompagné sur 6 mois. Avec le outburst de Covid au plein milieu. Donc, c'était un grand apprentissage aussi. Et en fait, par exemple, le charge d'email, ils ont mesuré qu'ils ont 43% de temps dédié aux emails en moins, ne serait-ce qu'entre eux, en fait, en participant à des rituels agiles. Le rework a été évité, donc il est tombé à 0. C'était un gros sujet de la qualité que je mentionnais tout à l'heure. Les données qui se perdent, on oublie qu'on aurait dû faire ça parce qu'on ne s'est pas parlé, etc. Donc ça a été évité. La collaboration entre entités internes améliorée, c'est très vague. Pour donner un exemple, sur cette équipe-là, par exemple, ils devaient travailler avec une entité de réassurance interne appartenant à Hermès. Et ça a toujours été compliqué. On l'a comparé avec le processus de renouvellement qu'ils ont fait 2 années auparavant. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se coordonner 2 ans auparavant. Ils l'ont fait qu'après la signature de contrat, ce qui a généré des soucis. Et là, ils ont pu le faire en amont, ce qui a permis d'avoir les bonnes données, la bonne proposition aux clients et en plus une commission interne qui était juste, qui était très intéressante pour l'RRMS à l'époque, Allianz Trends aujourd'hui. Donc, pour donner la vitesse de renouvellement de l'implémentation sur certaines phases, l'équipe a gagné jusqu'à 50% de temps, notamment les phases qu'elles avaient en main, parce que, comme Antoine le disait, il y a des partenariats. En fait, l'RRMS et Allianz aujourd'hui ne sont pas autonomes sur les contrats. Ils travaillent souvent avec les brokers et j'en passe des frontières dans les pays qui ne peuvent pas être couverts, etc. Donc, sur les phases où l'équipe a la main, ils ont pu gagner jusqu'à 50% de temps. Donc, les résultats étaient très encourageants, ce qui nous a bien sûr donné envie de continuer. Donc, ça, c'est pour donner des exemples. La question de Séverine vous parlez de tests sur une première équipe. Comment avez-vous pu délimiter cette équipe et sur quel portefeuille client délimité? Donc, on a procédé, on a cherché des volontaires. C'était ça la première chose. On s'est adressé à 2 régions qui ont déjà vécu des pilotes ou pré-pilotes agiles. Ce n'était pas sur le même périmètre, etc., mais ils avaient une certaine expérience. Donc, on a demandé aux équipes de management de réfléchir et on a codéfini, du coup, avec le M6 qui correspond au COMEX de Allianz Trade, de se dire, OK, c'est quoi les critères finalement pour ça? Non, ce n'est pas la bonne slide. De toute façon, on n'a pas parlé de ça sur les slides. Et du coup, on s'est dit, on veut quelque chose où il y a un grand enjeu, il y a suffisamment de complexité pour pouvoir éprouver finalement la méthodologie qu'on met en place. Et donc, on a trouvé une équipe du coup, qui était dans la région Allemagne, Antoine vous donnait des exemples des pays qui sont impliqués qui peuvent être impliqués sur un contrat d'assurance. Et là, on a eu 86 polices d'assurance, donc on tourne autour de ces 50-60 pays. Plus il y avait la réassurance interne, gros clients stratégiques. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi. On a voulu vraiment jouer sur quelque chose qui ferait du sens s'il y avait du succès. Donc, peut-être qu'on a pris aussi un risque là-dessus. Aujourd'hui, on ne le mesure plus comme ça, mais en tout cas, c'était important en fait, d'avoir un pilote sur ces critères-là. Et concernant le changement
Enfin, je ne sais pas, Séverine, est-ce que vous me dites sur le chat si j'ai répondu à votre question? Et concernant le changement, surtout auprès des collaborateurs, combien de temps a pris l'acceptation? N'y a-t-il pas eu de réfractaires? Alors, pour moi, selon l'expérience que j'ai avec l'accompagnement, je ne dirais pas que les réfractaires existent. Je m'explique. Nous avons, je m'inclus dedans, j'inclus Antoine, Fred, tout le monde qui est ici, chacun une courbe d'acceptation différentes, des changements qui nous ont imposés, des changements qu'on choisit, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes pour qui ça a été long ou c'est encore en cours. Parce que nous sommes encore dans certaines régions et j'ai des conversations. Hier encore, j'ai eu quelqu'un qui dit pour moi, pour le moment, je ne vois pas le bénéfice parce que la personne est submergée, elle est au début de l'agilité, donc elle est dans la courbe de prise en main, etc. Donc, on le savait de toute façon qu'il y aura ça, que le rythme il va s'imposer à nous et on va en parler dans le slide d'après. Mais c'est mon travail aussi et c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord dans le cadre de l'accompagnement. Je fais aussi un accompagnement individuel, c'est-à-dire je ne fais pas un coaching de 10 séances à chacun, mais je suis, première chose, à disposition des personnes s'ils ont des questions, des feedbacks à me partager. Et moi-même, je choisis les personnes dans chacune des équipes que j'accompagne pour dire, OK, on va avoir une séance de travail ou de feedback juste one-on-one pour pouvoir parler, parce que parfois, c'est la question de sécurité psychologique, juste de parler avec une seule personne ou le dire devant l'équipe. Donc, ce travail, il est toujours en cours et comme le dit Antoine, ça nous a créé des surprises très positives aussi avec une personne qui travaille chez Allianz Trade, je pense, depuis 30 ans, qui va bientôt partir à la retraite, qui, quand je l'ai interviewé au début, me disait « c'est de la merde », je suis désolée, je cite, « j'en veux pas ». Et aujourd'hui, est un promoteur d'Agile. Donc ça, c'est cool. Mais il y a bien sûr aussi d'autres personnes qu'on doit accompagner au cours de ce changement-là, ce qui est tout à fait normal. Et juste pour compléter ce que tu disais sur ce que tu ne veux pas appeler les réfractaires, on va dire sur les personnes qui sont un peu plus difficiles à convaincre, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir finalement avec une équipe pilote et qui contenait plutôt des personnes qui étaient volontaires pour démontrer en fait que ça fonctionnait. Et tout au long de la transformation, et ça a même été une discussion qu'on a eu avec le comité de direction, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 8 mois, le comité de direction voyait que les équipes étaient contentes, mais ne voyait pas non plus encore le gain mesuré en efficacité. Et ça, c'est lié à la longueur de nos processus. Quand Lucie disait que ça prenait à peu près 6 mois, 8 mois pour faire un renouvellement, si on veut pouvoir démontrer des chiffres et montrer que ça a fonctionné, il faut au minimum cette durée-là pour qu'on puisse comparer. D'ailleurs, en moyenne, ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais on a gagné un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi sur notre durée de renouvellement entre le moment où on le commence et le moment où on le termine. Et finalement, on a toujours commencé par une équipe qui, pour démontrer que ça fonctionne, on a démontré que ça fonctionnait avec des KPI auprès du management, et c'est beaucoup plus les équipes qui ont continué finalement à revenir vers nous, à vouloir augmenter, étendre le scope. Et finalement, je pense qu'en termes on va pas dire de conversion des réfractaires, mais de conviction en tous les cas, ça a beaucoup aidé à faire passer ce changement et à faire vraiment prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Ensuite, on est sur des durées qui sont, quoi qu'il arrive, très longues. Alors déjà parce que nos équipes sont relativement importantes et on a beaucoup de portefeuilles clients à déployer, et qu'ensuite, dans toute transformation, il y a toujours, moi j'avais appris ça quand j'étais consultant, la phase de honeymoon où finalement on a le coach qui est avec nous, tout se passe bien, c'est formidable, et ensuite on se retrouve un peu tout seul et hop, on baisse un petit peu dans la motivation, dans le respect de ce qu'on avait défini, on commence un peu à prendre nos ailes, et de nouveau derrière, hop, on retrouve un niveau de confort un peu plus fort. Et c'est là aussi où Lucie est finalement revenue donner, on va dire, une piqûre de rappel auprès des équipes en leur disant, voilà, ça fait 3-4 mois que je vous ai laissé expérimenter par vous-même. Où en est-on et comment on peut réaméliorer? Et finalement, cette double apprentissage, ça a permis d'ancrer beaucoup mieux et de finir alors je ne vais pas dire de finir de convaincre, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu sceptiques, et je pense
il y aura toujours des personnes qui seront sceptiques de ce qu'on leur propose, par nature, mais voilà, qui a réussi vraiment à passer ce gap et à vraiment faire que l'ensemble, ou la grande majorité, en tous les cas, des personnes aujourd'hui sont réellement plutôt promoteurs et voient l'avantage de ce qu'on leur a proposé. Alors, Merci. il y a Fred qui dit qu'il faut qu'on accélère. Donc, on y va. Ah, désolé, Fred. Non, mais pas de problème. Les questions continuent d'arriver, mais comme je pense qu'on va répondre à certaines d'entre elles. Je pense aussi, je les regarde, donc je pense qu'on peut y aller. Donc, mise en œuvre, qu'est-ce qui a été particulièrement difficile? Donc, voilà, on en parlera. Et qu'est-ce qu'on changerait? C'est dans la partie apprentissage après. Alors, il y a 3 éléments qu'on a regroupés. Pour moi, une chose qui était très difficile, c'était l'alignement des perceptions. Et là, je parle entre notre commanditaire et le COMEX de Allianz Trade sur l'alignement de perception sur qu'est-ce que c'est l'agilité. Ça va avec la deuxième question. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui ont été convaincus qu'Allianz Trade était déjà agile ou quasiment agile. On se parle, voilà, de toute façon, on a l'habitude de discuter, donc on est quasiment agile, ça devrait être facile. Donc ça, c'était particulièrement difficile de leur démontrer parce que l'explication ne servait à rien, que oui, il y a des choses. Une fois qu'on va travailler avec les équipes, on peut mettre le doigt sur ce qui n'est pas agile, du coup, pour le coup, et le remonter et continuer en fait cette communication avec le décideur. Et que voulons-nous? Ça, c'était pareil. En fait, c'est le fameux sentiment d'urgence de Cotter. Il y a quelque chose de on veut changer parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais c'est quoi la vraie vision derrière, vers quoi on veut aller? Et typiquement, ça, on l'a codéfini du coup avec le Head of Operations qui était très focalisé client. Donc, le que voulons-nous, c'était serve our clients better together parce que on fait tout en anglais, donc servir nos clients mieux ensemble. Et ça a l'air super fluffy peut-être, super abstrait, mais c'était bien ça, c'est tourner les équipes à travailler ensemble et pour le client. Donc, c'était une difficulté de s'aligner là-dessus. Ça nous a pris le temps. Du coup, dans les apprentissages, j'en parle au fait parce que je pense que j'aurais fait des choses différemment si la mission était à recommencer aujourd'hui dans le même contexte. Le rythme, on en a parlé. Donc là, c'est la fin de la 3e année de mon intervention. On a pris le temps pour cet alignement-là, pour les pilotes, pour aborder chaque région. Et la question, c'est qui donne le rythme? Parce qu'on a vécu, bien sûr, au début, dans l'illusion que ça allait être nous, c'est-à-dire la cellule transformation, si on peut l'appeler comme ça, qui allons dérouler une roadmap, une approche de toute façon sur laquelle on s'est mis d'accord, juste pour information. Moi, j'ai signé au début pour un accompagnement de 6 mois, donc ça fait 3 ans, mais ce n'était pas sur le même périmètre, hein, j'extrapole, mais on s'imaginait que voilà, les choses elles vont se faire très rapidement, mais en fait, c'est l'organisation qui nous a imposé un rythme. Et on a eu des discussions avec l'ancien responsable d'Antoine, donc Gaël Hauser. Et lui, il était super impatient parce que lui, il voyait les problèmes, il nous les décrivait, il avait très envie d'aller vers quelque chose de différent. Il voyait l'agilité comme la solution. Et l'organisation était beaucoup plus lente. Et donc, il y avait ça, au fait, à gérer aussi dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui. À un moment donné, je lui ai dit, est-ce que peut-être qu'il faut qu'on accepte que ça, c'est le rythme de Allianz Trade et qu'il faut qu'on fasse avec parce que ça ne sert à rien d'essayer de speeder les choses si les gens ne sont pas prêts. Et à chaque fois, on a essayé d'imposer les choses. Ça nous est revenu comme un boomerang. Ce n'est pas le moment, revenez dans 3 mois. Etc. Et c'est normal. Encore une fois, on a parlé des enjeux de Allianz Trade au début. Oui, il faut qu'on se le dise, qu'on fasse avec. Encore une fois, Antoine le disait, on a choisi de ne pas faire du Big Bang parce qu'on savait que ça allait déstabiliser toute entreprise. Et donc, voilà, il fallait jouer avec ça. Et finalement, ce qui a été très difficile aussi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, les rôles, encore une fois, entre Antoine, Gaël à l'époque et moi et l'équipe Octo, c'était le qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui pilote quoi, qui envoie des emails, qui coordonne, qui va en premier et compagnie. Et donc, on a eu des discussions là-dessus pendant peut-être plusieurs mois avant que ça se rôde. Et quelle relation entre Octo
et Euler Hermès. Donc, nous, on a dès le début, au fait, la proposition, elle était autour d'un terme qui s'appelle One Team, et je pense que Octo aime bien, proposer ça, et c'est très pertinent. Sauf que, on s'est rendu compte, c'était assez rapide ça, dans les 3 premiers mois, qu'on ne s'est pas compris ce que ça voulait dire One Team. Donc, on a eu des échanges difficiles et avec Gaël et avec Antoine, et je pense qu'il le fallait. Je suis contente finalement que ça soit arrivé à ce moment-là, parce que ça a un peu nettoyé l'air, ça a permis d'expliciter les sujets et nous repositionner tous. Et de toute façon, ce voyage de 3 ans a été un apprentissage pour nous aussi mutuellement, en fait, en dehors de l'accompagnement des équipes, sur, OK, on s'ajuste en permanence, on se dit, on se coordonne, on se synchronise et on vérifie, on se fait le feedback aussi pour savoir si chacun a sa place et a ce qu'il lui faut pour avancer et pour poursuivre en interne aussi. Donc, c'était ça, moi, je dirais, les difficultés majeures qui me restent en tout cas et qui se convertissent en apprentissage pour plus tard. Alors, je vois une question, aller au rythme de l'organisation, mais quoi le rythme minimum pour garder une dynamique intéressante? Alors, ce qu'il faut savoir chez Allianz Trade, c'est que les équipes sont assez éloignées. En fait, elles ne sont pas trop, on va dire, interdépendantes. Donc, on peut se permettre, par exemple, là, ce qu'on a fait, il y a 1 an, on a fini de lancer une région. On a travaillé avec 3 autres sur leur organisation. En même temps, il y avait des équipes déjà pilotes, donc la dynamique a commencé à être installée et on préparait l'étape d'après. Donc, c'est parallélisé quand même. Ce n'est pas séquencé, genre d'abord, je fais un truc, je le finis et je me lance sur l'autre truc. Donc, tant qu'il y a quelque chose qui se passe et on arrive, comme Antoine le fait, à informer les personnes qui sont concernées que aujourd'hui vous êtes là, demain il y aura ça, voici ce qui se passe à côté de vous, ça marche assez bien. De toute façon, donc à l'image du vélo, sans assez de vitesse, il tombe. Tant qu'il y a de l'activité, tant qu'il y a la communication, tant qu'il y a des choses qui se passent même à côté, ça contribue à la dynamique. Il ne faut pas oublier les théories de systémique, ça s'influence. En fait, dans une organisation comme un organisme, l'activité dans un endroit influence aussi ce qui se passe à côté. Donc, je ne pense pas qu'on ait vraiment des passages à vide ou des choses comme ça. Non, mais c'est l'avantage qu'on avait aussi d'avoir finalement des sous-régions, parce qu'on travaillait par sous-région, et dans une sous-région, il y avait ce rythme qui était maintenu, puisqu'on était sur un rythme de déploiement dans la région de quelques mois. Alors, au niveau de l'organisation globale, en effet, ça prend du temps, mais au niveau de la région elle-même, on est quand même relativement actif et dynamique, ce qui permet de garder ce momentum et de ne pas perdre le rythme finalement. Oui. Alors, apprentissage, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Alors, les organisations ne se transforment pas, les collaborateurs le font. Extrêmement important. Vous pouvez venir avec la méthodologie, le déploiement que vous voulez, tant que les personnes ne s'en saisissent pas et on n'est pas capable d'embarquer les personnes, il n'y a rien qui se passera. Je ne crois pas à des transformations imposées, ça ne reste pas, me semble-t-il. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris. La réussite d'un changement est ancrée dans le travail relationnel 360, c'est-à-dire vraiment tout azimut. J'en ai parlé tout à l'heure au sein de l'équipe de transformation. Donc, ça veut dire aujourd'hui, entre Antoine et moi, entre Clotilde, qui est la nouvelle responsable d'Antoine, et moi et Antoine, etc. Entre l'équipe de transformation et le COMEX et les codires locaux, très important, et on le maintient, ce lien-là, via les comités de pilotage, des moments de partage, etc. Entre le coach et l'équipe d'accompagnement, au-delà de la méthodologie, donc c'est ce que je disais, moi je vais faire les entretiens annuels, je ne vais pas seulement m'occuper de est-ce que vous travaillez sur un Kanban et est-ce que le rôle est assez clair, et entre le coach et l'équipe de management. Donc là c'est pareil, moi j'entretiens aussi quand j'accompagne une équipe, une relation avec l'équipe de management de la région. Et toutes les différences se jouent là. Ça accélère en fait énormément la transformation, la compréhension. Mon boulot, je considère que c'est créer un espace dans lequel les personnes peuvent oser poser des questions, oser exprimer leurs doutes. Et ça change tout. Donc, cet accompagnement, que ce soit avec un groupe ou individuel, les vraies discussions
au-delà des concepts, etc. C'est ça ce qui met le changement en place et ce qui, je l'espère, le rend aussi pérenne. Et là-dessus, c'est quelque chose de clé qu'on a vraiment appris. On a eu la chance d'avoir beaucoup de liberté qui nous a été donnée par notre comité de direction et de confiance sur cette transformation. Mais l'accompagnement, il s'est fait. Le changement, on a dû le porter quand même auprès des équipes et on a dû le porter auprès du management, donc du top management et du middle management. Et finalement, c'est aussi ça qui a pris finalement un peu de temps, c'est-à-dire qu'il a fallu embarquer et convaincre toutes les strates de management. Et le comité de direction, donc, que j'ai appelé top management, il nous faisait confiance, mais il avait quand même besoin d'être convaincu. Le middle management, ça a été le plus compliqué parce que eux étaient pris un peu en sandwich entre les équipes qui commençaient à percevoir la valeur ajoutée et à faire des très bons retours. Le top management qui disait « moi j'y crois, voilà, on y va ». Et eux, finalement, qui avaient plus de mal à percevoir la valeur ajoutée pour eux et qui, au fur et à mesure, en fait, avec l'amélioration de leur KPI, avec le fait que leurs équipes sont quand même très, très positives sur les retours, commencent vraiment à prendre conscience, à se positionner. Pas passer trop de temps, parce qu'on arrive un peu à la fin du temps. Donc, hop. Ça, on en a déjà parlé de toute façon. Donc, on n'a pas le modèle méthodologique unique. Il devait être adapté à chaque région. Et là, on commence à expérimenter encore une nouvelle chose. Le rollout, j'en ai parlé. On n'a pas pu l'imposer. Il a fallu renoncer à ça pour le bien de la transformation. Et qu'est-ce que je ferais différemment? Et je pense qu'on le ferait, Antoine et moi, si c'était à recommencer, c'est d'abord s'aligner avec le COMEX sur c'est quoi l'agilité, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les cibles, avant de commencer à travailler sur le co-design. Et ça, c'est la dernière slide, mais pour la suite. Juste là-dessus, parce que je pense que s'aligner avec le COMEX et le CODIA avant même d'avoir quelque chose à leur montrer, c'est ça aussi qui a été très compliqué. C'est-à-dire qu'on a essayé un petit peu, nous, de le faire avant que tu arrives, sur dire, voilà ce qu'on veut faire. Et la réponse est OK, très bien. Mais au bout d'un mois, c'est donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que j'y gagne? Et c'est ça aussi qui est toujours un petit peu compliqué, c'est de réussir à matcher les attentes qui sont très différentes entre les différents niveaux de la hiérarchie. Donc, petit bémol pour moi là-dessus. Un petit mot sur la suite? Alors, sur la suite, comme l'a expliqué Lucie, aujourd'hui, nous, on a déployé la région APAC, la région Allemagne, Autriche, Suisse, la région Europe du Nord. Et on poursuit finalement notre rollout progressivement par les autres régions dans lesquelles on est présent. Donc, il va y avoir l'ATAM, donc l'Amérique latine, il va y avoir la France, il va y avoir l'Amérique du Nord, qui sont les 3 dernières régions aujourd'hui qui n'ont pas encore été déployées en agile. Et ce qui va être intéressant, c'est que chacune de ces régions va, dans le cadre un peu qu'on a défini, pouvoir un peu définir sa propre organisation, sa propre manière de travailler. Il y a déjà une nouvelle approche qui a été définie, comme le disait Lucie, pour la partie M&A, qui a adapté un petit peu ce qu'on lui proposait et ce qui permet aussi d'avoir une adoption qui a été bien meilleure, c'est-à-dire que suite au pilote qu'on avait fait l'année dernière en M&A, on avait prévu de revenir les voir cette année pour finaliser la partie déploiement. Et en arrivant, c'est eux qui nous ont dit on a utilisé tous les outils que vous nous avez donnés, donc la méthodologie, les outils digitaux que vous avez pu mettre en œuvre, et on a décidé d'adapter et on a mis en œuvre, on a lancé notre propre structure. Et c'est là où on a vraiment vu finalement que ça avait été adopté et qu'ils avaient eux-mêmes réfléchi à ce qui était le meilleur pour eux en termes de coordination. Et ce qu'on aimerait faire aussi en dehors d'Alliance Trade, alors ça c'est plutôt, je pense, Lucie qui va rentrer dans les détails parce qu'elle collabore aujourd'hui avec un ancien coach d'Alliance France qui nous a rejoint, c'est voir comment on peut s'appuyer sur notre première expérience au sein d'Alliance Trade for Multinational pour le déployer de manière un peu plus globale au sein d'Alliance, comment on peut aussi se connecter avec nos équipes agiles qui sont aujourd'hui orientées quand même très IT, il faut le dire. On est la première entité à vraiment le faire de manière
pur business. Et ça va être intéressant, je pense, de créer justement toute cette communauté autour de l'agilité pour avoir une fluidité et même des partages d'expériences qui peuvent être très intéressants entre ce qui est fait sur des projets, ce qui est fait dans le business et ce qui peut être fait sur des business qui aujourd'hui ne le sont pas du tout. J'ai rien à ajouter. Là, pour le coup, c'est le coach interne qui va s'occuper à mettre en place ces connexions, interactions. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on a décidé en interne, c'est vraiment aussi d'investir sur le long terme en faisant monter en compétence une personne qui sera capable de nous accompagner et qui fera partie vraiment de nos équipes, qui sera dédiée à la maintenance, entre guillemets, de cette organisation et de cette manière de travailler. Merci à tous les deux. Il nous reste quelques minutes si certaines et certains d'entre vous peuvent rester pour poser des questions et ouvrir le dialogue. J'en profite juste pour faire deux petites annonces. Donc, si le format du comptoir vous plaît et les thématiques vous plaisent, le 13 juin, il y a le prochain comptoir. Il sera un peu différent puisqu'on le tiendra dans nos locaux. On en profite, fin de pandémie. On ne sait pas pour combien de temps nous le permettons, on le fait. Donc, ce sera dans les locaux d'Octo, au 34 avenue de l'Opéra, et ce sera à propos de Green IT et d'intelligence artificielle. Il y a également l'USI, l'événement qui revient au Palais Brongniart cette année, 27 et 28 juin. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement qui est toujours très inspirant et très attendu chaque année. Je veux aussi remercier toute l'équipe qui a travaillé sur la préparation de ce comptoir. Et si, encore une fois, comme je le disais, vous avez d'autres questions, vous pouvez rallumer vos caméras et rouvrir vos micros ou continuer de les poser dans le chat si vous êtes un peu timide, il n'y a pas de souci. Et évidemment, merci Antoine et merci Lucie pour cette présentation, je crois très riche. Bon. Apparemment, on n'a pas d'autres questions. Vous avez été d'une clarté absolue et limpide. Donc, n'hésitez pas, dans ce cas-là, allez, je vais compter jusqu'à 3, on va faire comme, comme dans les enchères. 1, 2, 3. Ok, parfait. Donc, merci infiniment à toutes et à tous. Vous pouvez également nous faire un retour, ça nous permet de nous améliorer. Donc, n'hésitez pas à noter, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte sur Zoom. Merci infiniment. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une petite dédicace spéciale à Philippine pour Antoine pour cette belle journée qui s'annonce et qui continue. Bravo à tous et merci. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt.